Bonjour et bienvenue dans Apprentissage et pratique éclairée, le podcast où la recherche en sciences cognitives rencontre le terrain. Je m'appelle Alice Latimier, je suis docteure en psychologie cognitive et spécialiste de l'optimisation de l'apprentissage. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des chercheuses et des chercheurs en sciences de l'éducation et en sciences cognitives, mais aussi à des enseignants et enseignantes, formateurs, formatrices, ingénieurs, conseillers pédagogiques, plus largement à celles et ceux qui font vivre l'éducation et la formation au quotidien, y compris dans les environnements numériques. Cela fait largement consensus que de bonnes conditions d'apprentissage sont essentielles, car elles permettent à la fois la réussite individuelle des apprenants et des apprenantes, mais favorisent aussi le progrès global de la société. Et si l'apprentissage est efficace, cela permet non seulement de développer des compétences, mais aussi de favoriser l'innovation, de renforcer la coopération entre les individus d'une société et plus largement de mieux s'adapter aux transformations rapides qui nous attendent. Au sein de l'agence Cogix, nous ouvrons les portes des laboratoires pour transformer les données de la recherche en sciences cognitives en véritables leviers d'action concrets pour les professionnels de l'apprentissage et de la formation. Dans ce nouvel épisode d'éclairage croisé, j'ai échangé avec deux acteurs aux multiples facettes, Chris Delepierre et Frédéric Guiré, qui vont se présenter ensuite, afin de mieux comprendre comment les apports des sciences cognitives peuvent trouver pleinement leur place dans les pratiques pédagogiques, sous quelles conditions. Et nous avons également questionné leurs potentiels bénéfices pour relever les nouveaux défis de l'IA dans le contexte de la transmission des savoirs. Bonne écoute! Est-ce que vous pourriez vous présenter, qu'on puisse connaître un petit peu votre parcours, ce que vous faites aujourd'hui, quelles sont vos missions? Bonjour à toutes et tous, je suis Chris Delepierre, je suis entrepreneur du changement, ch'ti, donc dans le nord de la France. Voilà, je suis entrepreneur, donc j'ai créé une entreprise il y a bientôt 10 ans, dans l'éducation créative et numérique qui s'appelle Trésorium. On est 5 personnes, on travaille sur les Fab Labs pour les enfants, la reconnaissance des talents par badge numérique et on fait de la formation sur l'IA dans l'éducation. Je suis également président de EdTech Hauts-de-France, donc la filière du numérique, au service de l'éducation et de la formation, professionnelle. Il y a 5 ans, on a créé cette, association pour fédérer, les acteurs, de l'éducation, du numérique et pour croiser les regards et être plus forts ensemble, partager nos points de vue et répondre ensemble à des grands enjeux, du territoire. Et puis voilà, je suis également enseignant, dans le supérieur, voilà, sur des enjeux de développement durable, d'innovation, de marketing, donc en école de commerce, en IUT. Et donc je suis moi-même, voilà, en tant qu'enseignant, confronté à ces sujets, de transmission. Frédéric, je te laisse te présenter. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est donc Frédéric Guilleret. Alors, j'ai enseigné les SVT pendant 16 ans dans le Val d'Oise, au nord de Paris, bien que je sois originaire du Sud, donc assez loin du pays ch'ti de Chris. Et ça fait 10 ans que je forme sur le cerveau apprenant. Donc aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup évidemment à la façon dont on peut améliorer les gestes professionnels dans l'enseignement et la formation pour aider les apprenants et apprenantes à mieux réussir en utilisant les apports de la recherche en sciences cognitives. Donc, j'ai une activité maintenant de formation dans ce domaine. J'ai aussi une activité de recherche au Conseil scientifique de l'éducation nationale. Là, je travaille particulièrement avec Joëlle Proust, une chercheuse française qui est spécialisée sur la métacognition. Et on s'intéresse à des questions autour de la régulation des apprentissages, évidemment, mais aussi la compréhension, la résolution de problèmes, et puis récemment, l'IA. Comment utiliser l'IA en activant ses capacités métacognitives et comment aider les apprenants et apprenantes à le faire. Et puis dernière casquette peut-être, j'ai cofondé, une association qui s'appelle Apprendre et former avec les sciences cognitives, dont l'objectif est de former les enseignants et les enseignantes aux apports de la recherche pour améliorer les gestes professionnels, faire mieux réussir les élèves. Ce qui est intéressant du coup dans vos parcours et dans vos missions, c'est vraiment l'idée de fédérer des communautés, d'essaimer, de faire interagir des personnes sur leurs problématiques et sur leurs besoins. Donc c'est pour ça que je trouvais particulièrement intéressant de vous réunir tous les deux. Tu as évoqué ce fameux sujet des sciences cognitives et de leur intégration dans les pratiques, Frédéric.
Alors, comme vous avez aussi vous avez découvert ce monde des sciences cognitives à des périodes peut-être différentes et l'appropriation que vous en faites peut être différente, comment vous expliquez un engouement qui est majeur, hein, qui a notamment été donné sous l'impulsion de la création du conseil scientifique il y a une dizaine d'années maintenant, et puis on va dire justement ces communautés qui se créent et qui sont parfois extrêmement vivantes. Je pense notamment à tous les enseignants qui sont passés par le DU de neuroéducation à la Sorbonne, où on voit vraiment fleurir, on va dire, des groupes, des communautés qui interagissent fortement, parfois exclusivement virtuellement. Donc ça montre qu'il y a une appétence, on va dire, des communautés enseignantes et de formateurs. Comment vous expliquez ça? Et la deuxième question qui est, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on est en capacité dans nos structures qui forment dans nos institutions, on est en capacité de les intégrer? On peut commencer, du coup, Vas-y, alors vas-y. c'est 2 grosses questions évidemment. Alors sur la question, de l'engouement, effectivement, c'est quand moi j'ai commencé à former, dans mon académie, on était 2 et on était les seuls à former sur cette thématique-là. C'était il y a 11 ans, en 2015. C'était effectivement assez peu connu. L'accueil a été tout de suite très favorable sur le terrain, hein. Soyons clairs que, effectivement, quand on arrive avec des gestes professionnels qui s'appuient sur de la recherche, dont on sait que ça va avoir des effets et qui sont parfois pas les gestes professionnels qui sont majoritairement utilisés sur le terrain, bah forcément, ça interpelle et tous les enseignants et les enseignantes ont envie de bien faire leur métier et c'est ce qui nous anime. Je veux dire, on travaille pour que nos apprenants et apprenantes réussissent. Donc évidemment, quand on voit qu'il y a des stratégies qui sont plus efficaces que d'autres, bah, on se dit: «Bah, OK, on y va». Donc moi, depuis le début, effectivement, il y a cette envie d'améliorer les choses. Alors, au moment où le conseil scientifique s'est mis en place, ça n'a pas été très simple tout de suite, hein, parce que la formation des enseignants et des enseignantes, elle est surtout, évidemment mise en œuvre par, des enseignants, chercheurs, enseignantes-chercheuses dans le domaine des sciences de l'éducation, c'est pas le domaine des sciences cognitives. Donc il y a eu, en 2018, quand le conseil scientifique s'est mis en place, parfois un peu de tension, disons-le, dans le déploiement des Sciences Co. Mais parce que voilà, je pense qu'il y avait une méconnaissance aussi de ce qui se faisait, de la façon dont les connaissances étaient produites et puis ça a diffusé quand même plus largement. Aujourd'hui, il y a un vrai consensus pour dire que c'est quand même des informations dont on ne peut pas se passer quand on Mmh. enseigne, quand on forme, clairement. Mmh mh. Mmh Donc mh. aujourd'hui, il y a un vrai engouement. Je pense que l'institution, à tous les niveaux, que ce soit dans les académies, que ce soit les partenaires, clés comme Canopé, il y a un vrai enjeu de former aux sciences cognitives de l'apprentissage. Parce que maintenant, on voit bien, on a beaucoup de retours terrain aussi, hein, de personnes qui expérimentent, d'enseignants et d'enseignantes qui témoignent, d'effets positifs sur le terrain. On commence aussi à avoir des recherches, actions sur le terrain, qui montrent, l'efficacité, attendu, hein, parce que c'est démontré en labo depuis longtemps en réalité, hein. On a des données qui datent de décennies entières, mais on commence à avoir des résultats terrain qui montrent que sur le terrain, ça marche aussi quand on le met en œuvre. Pour la première partie de la question, vraiment témoigner qu'il y a une vraie envie effectivement de changer les choses. Il y a aussi des difficultés et c'est une façon d'y répondre parce qu'aujourd'hui, on est confronté quand on enseigne à alors on a toujours été confronté évidemment à des À difficultés plein avec de les apprenants et les problématiques. apprenantes, évidemment. Mais, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a, plein de questions autour, de l'attention, autour de l'effort, autour de la motivation, autour de l'IA, donc il y Mmh. a évidemment, une traversée de plein de thématiques et c'est aussi une façon parfois d'aller chercher un petit peu, un regain dans sa pratique, une façon d'aller re-questionner ce qu'on fait, de trouver de nouveaux leviers. Donc là aussi, ça nourrit l'engouement, clairement. Même si, voilà, l'engouement touche une partie, des enseignantes et des enseignants. Ça ne concerne pas non plus encore du 100 sur le terrain. Et quel est ton point de vue, Chris, sur cet engouement qui est peut-être plus récent te concernant? Moi, je suis un peu tombé sans le savoir dans les sciences cognitives parce qu'en tant qu'entrepreneur, dans l'innovation, on cherche justement des nouvelles méthodes d'apprentissage, que ce soit plus, efficient, qu'on puisse, vraiment, voilà, voir ce qui marche pas et puis essayer d'y répondre. Donc c'est vrai que moi, je suis rentré plutôt, un peu en tant autodidacte parce que j'ai pas fait de formation forcément en sciences de l'éducation, je suis pas chercheur et cetera.
mais je connaissais des concepts sur la psychologie comme le growth mindset, par exemple, étant dans la maker éducation, donc l'éducation par le faire, forcément, on applique des principes des sciences cognitives sans forcément en prendre conscience. Et c'est vrai que le fait là de participer à ce projet donc Syconium, ça nous a permis en tant que voilà, membre EdTech et entrepreneur de vraiment mettre des mots et des concepts scientifiques derrière nos intuitions finalement qu'on avait sur le terrain. Et donc je pense qu'effectivement les sciences cognitives sont connues et reconnues parce que ça permet justement de toucher le cœur du métier de pédagogue, qui est de comment on permet d'apprendre, faire apprendre mieux et transmettre mieux aux élèves et avec une base scientifique. Donc forcément, ça ajoute du sens, tout en balayant certains mythes, parce qu'effectivement, en ayant eu la chance aussi, dans le cadre du projet, d'assister à des conférences de Frédéric, ça nous a permis aussi d'évoquer les neuromythes, et donc en tant qu'un peu béotien du sujet, de vraiment aussi se rendre compte que c'est pas si simple que ça, et même des croyances qu'on pensait avoir sur les sciences cognitives, en fait, c'est pas forcément scientifiquement exact. Et donc, effectivement, je pense que sur le terrain, les communautés voient, et les formateurs voient les usages possibles en termes de bénéfices, voilà, d'interaction, de ce que ça peut apporter aux apprenants. Après, c'est vrai que les institutions, forcément, ça avance plus lentement. Ça doit aussi, vis-à-vis de l'IA, assurer une sécurité, une garantie, une conformité juridique, une cohérence un peu globale. Et donc forcément, c'est un peu à double vitesse entre, mais que sur tous les sujets, que ce soit sur les sciences cognitives ou sur d'autres sujets, entre des pratiques émergentes du terrain qui se développent, et puis la lenteur institutionnelle pour industrialiser ensuite le projet. Comme tu l'as fait remarquer, Syconium, c'est aussi un projet dans lequel on vient créer une accélération dans ce passage à l'action en imaginant des parcours et des dispositifs de montée en compétences continue à l'échelle de plusieurs académies et d'autres structures dans le supérieur, en disant que en formant entre guillemets plus massivement, on vient toucher au cœur davantage de pédagogues, formateurs, enseignants, et donc cet engouement, il peut être un petit peu plus entre guillemets homogène, et je pense que ça aussi ça peut faciliter. Je pense que peut-être toi tu as des situations, Frédéric, où il y a peut-être eu des fois de la frustration entre des envies de passer à l'action, des envies de faire, et peut-être un manque de soutien moyen, parce que parfois ça peut être aussi des interlocuteurs qui n'ont pas forcément saisi l'opportunité, en tout cas qui n'ont peut-être pas forcément pleinement compris l'impact que ça pourrait avoir d'intégrer les sciences cognitives. Je ne sais pas si tu as des exemples comme ça de situations. C'est une question intéressante parce que on est seul dans sa classe quand on enseigne. Mais en réalité, la mise en œuvre de projets pédagogiques, elle dépasse la classe, évidemment, et elle est fortement associée à la dynamique que vont porter les personnels de direction. Dans mon association, Apprendre et former avec les sciences cognitives, on a développé un concept qu'on appelle les coniclasses. Alors, les coniclasses, le principe, c'est des enseignants, un ou plusieurs enseignants, enseignantes d'une équipe, donc tout seul par exemple ou toute seule en premier degré, deux, trois, toute l'équipe si on peut dans le second degré, qui décident de mettre en œuvre des gestes professionnels concrets qui s'appuient sur la recherche en sciences cognitives. Eh bien, la dynamique de coniclasse en établissement, et elle doit être soutenue par la direction. On ne peut pas envisager d'avoir des projets comme ça à l'échelle d'une classe, de plusieurs classes ou d'un établissement sans le soutien du chef ou de la chef d'établissement. On voit déjà que bien sûr qu'on peut faire tout seul ou toute seule dans sa classe, et ça a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de poids lorsqu'il y a un soutien de la part de la direction. C'est pas envisageable de développer ça tout seul sans même en parler en réalité. Donc après, ça va être très dépendant des chefs d'établissement. Alors la plupart du temps, les chefs d'établissement, c'est rare qu'ils disent: «Ah bah non, ça m'intéresse pas du tout que vous fassiez des coniclasses». C'est pas ça le frein. Le frein, c'est des freins, financiers, temporels. Il y a beaucoup de freins à la mise en œuvre du changement de pratique sur le terrain. C'est pas l'envie qui manque en réalité, c'est le temps, par exemple. Ça, c'est crucial quand on enseigne, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps pour penser, ça va trop vite, les programmes sont très lourds. Trouver du temps pour, travailler en équipe, c'est pas simple. C'est des demandes, des équipes, aux chefs d'établissement, mais
C'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas toujours une reconnaissance financière. Alors, c'est pas pour dire qu'on va être payé tout le temps dès qu'on fait quelque chose, mais quand on bosse des heures, des dizaines d'heures, qu'on pilote des choses, ça joue un peu. La question des programmes, elle est complexe. On a des programmes qui sont très lourds. On a beaucoup d'injonctions au sens beaucoup de choses à faire quand on enseigne et ça s'est multiplié ces dernières années. Mais du coup, quand est-ce qu'on peut le faire? Parce que là, on parle des sciences cognitives, mais bon, maintenant il y a l'IA, nouveau sujet pour les enseignants et les enseignantes, mais il y a pas que ces sujets-là. Il y a l'éducation au développement durable, à la santé, à la sexualité, à la citoyenneté, aux médias, à l'esprit critique, à l'égalité filles-garçons, à l'orientation, à l'international, à la culture. Donc, vous voyez quand même que les dossiers et je ne parle pas du disciplinaire, ça, c'est toutes Mm. les C'est injonctions qu'un transverse. enseignant Mm. ou une enseignante reçoit de la part de l'institution, parce que ce sont des sujets qu'on doit porter collectivement, qui sont importants évidemment, mais qui sont difficiles à porter parce que chaque structure qui porte ou chaque élément de l'institution qui porte un de ces sujets envoie des documents, des ressources, mais quand on peut faire ça? J'ai cité là presque 15 sujets différents. Et les Sciences Co, Mm. c'en est un parmi l'ensemble de Ouais. cela. Alors Comment tu évidemment, priorises, bah, c'est comment tu... compliqué, mais Ouais. c'est très compliqué. C'est-à-dire que nos boîtes mail saturent et donc à quel moment on a le temps de penser ça? À quel moment on a le temps de se questionner? Donc après, en toute, voilà, humilité, les Sciences Co, c'est un des sujets, mais est-ce que c'est plus important que l'égalité filles-garçons aujourd'hui? Est-ce que c'est plus important que l'esprit critique? Est-ce que c'est plus je ne sais pas, c'est compliqué, voilà. Moi, je porte ce dossier-là, alors je le trouve important, mais j'ai bien conscience que c'est un sujet parmi plusieurs et quand on enseigne, on a notre discipline, on a nos élèves à gérer, on a les parents, donc on a tout ça qui nous prend parce que bon, tout le monde pense qu'un prof ça bosse pas, un prof ça bosse pas, mais enfin, les moyennes, hein, c'est plus de 40 heures par semaine, hein, donc non, on travaille évidemment beaucoup, mais ces sujets-là, bah, ils sont pas simples parce que changer ses pratiques, ça demande de les penser, ça demande de changer des choses, ça demande de repenser, la programmation annuelle, ça demande de, revisiter des cours qui sont pas construits forcément comme on voudrait les faire maintenant qu'on est formé à. Donc ce temps-là, on l'a pas et ça, c'est une vraie problématique. Ça, c'est sûr que pour Ouais. le changement, même avec la meilleure volonté, des fois, hein, on a envie, on est convaincu, on se dit qu'on va le faire et puis, les semaines passent et on n'arrive pas à dégager du temps. Donc il y a plein de contraintes, même en dehors, des contraintes après institutionnelles, temporelles, juste le temps manque. Ouais, c'est vraiment ça crée des conflits motivationnels parce que comme tu le Ah oui. dis, je souhaite, je Mmh. désire le faire. Je peux potentiellement avoir plusieurs collègues et mon chef d'établissement d'ailleurs qui est vraiment partie prenante, voire même un soutien académique. Mais, face à tout ce qui est attendu de moi, de mon Mmh. métier et les attentes des Oui. parents, les attentes des Mmh. institutions, et puis, bah, moi je suis en contact permanent avec des élèves, hein, donc eux aussi ils ont leurs propres attentes. Mmh. À quel moment je peux faire ça? Donc, soit, bah, en fait, j'empiète sur mon temps libre et j'imagine que beaucoup font ça, Bah oui. sur les Sciences Co et donc on en revient sans cesse à cette même problématique, oui, finalement des cordonniers les moins bien chaussés et ça, on le retrouve Mmh. aussi beaucoup dans la formation pro où beaucoup de formateurs sont en demande, de formation et en fait ont très peu de temps parce qu'ils passent beaucoup de temps à préparer ce qu'ils vont, transmettre. Et justement, toi, Chris, de ton point de vue, qu'est-ce qui peut justement, mettre des bâtons dans les roues dans, la transformation des pratiques? Et à l'inverse, comment on peut créer des dynamiques? Comment vous adressez ces sujets-là à EdTech de France? Comme Frédéric, hein, je dirais que la question du temps, effectivement, est cruciale. Le temps aussi de se former, le temps ensuite d'opérationnaliser, Mmh. et puis avoir le réflexe aussi de l'utiliser parce que c'est pas le tout d'être formé, on peut connaître les sciences cognitives, mais tant qu'on n'a pas à dire: «Bah, voilà, on a tel cours, on va l'appliquer» et on a le réflexe de prendre en compte les principes, les piliers de l'apprentissage et cetera, bah, c'est pas encore, opérationnel. Donc je dirais que forcément il faut avoir de la curiosité parce que, c'est clair que c'est des sujets, même si c'est pas entièrement nouveau, mais il y a quand même ce besoin d'aller explorer, de l'inconnu, de prendre conscience de ce qu'on est à y gagner, parce que c'est toujours pareil, c'est j'investis du temps, mais est-ce que ce temps que j'investis, pour, appliquer les sciences cognitives, est-ce que ça va être gagnant, au final? Donc c'est percevoir un peu ces bénéfices-là et puis je dirais qu'effectivement, comme disait Frédéric, il y a plein d'injonctions, à l'école
et c'est comment on retrouve une cohérence globale. Et après, je pense que les sciences cognitives, pour le coup, c'est transversal, donc ça peut toucher tous les sujets, toutes les matières, etc. Donc c'est vraiment le prendre vraiment comme un tout. Alors en termes de bonnes pratiques, ou en tout cas d'idées, hein, c'est de dire que pour moi, c'est les petites victoires, tu vois, qui peuvent faire évoluer la chose. Hein. C'est pas un grand soir pédagogique, mais de pouvoir tester à une petite échelle sur tel sujet, une bonne pratique des sciences cognitives, etc. C'est comme ça qu'on avance, donc tester à petite échelle, observer ce qui marche, et puis partager avec les pairs. Et là, c'est ça que je trouve intéressant, hein, par rapport au dispositif Coniclass ou d'autres, hein, les communautés de pratique, le fait d'être pas tout seul justement à expérimenter, mais d'être ensemble, d'être challengé par les autres, de bénéficier des conseils et des bonnes pratiques des uns et des autres, bah, ça peut faciliter en tout cas cette envie de changer, de tester. Et ça, effectivement, après, il y a quand même un temps incompressible qu'il faut protéger, qu'il faut sanctuariser, que ce soit par de la formation, qui est par exemple proposée dans le cadre de Syconum. Hein. Il y a des modules en ligne. Voilà, c'est pas compliqué d'y accéder, mais effectivement, faut quand même y prendre un peu de temps et pas être seul pour expérimenter. Ouais, bien sûr, parce que comme tu le dis, je peux tout à fait être convaincue sur le papier de ce qu'on me propose. Et puis, au moment où je me retrouve face à ma classe ou mon contexte de formation, ne plus vraiment être en capacité d'utiliser ce que j'ai vu parce que ce temps, tu l'as très bien dit, pour rendre opérationnel ces nouvelles connaissances et compétences, en fait, il est long. Et donc, encore une fois, cette variable temporelle, et justement, là, on se retrouve quand même dans un contexte qui a déjà fait naître de nombreux défis, mais je pense qu'il y en a d'autres qui nous attendent. On essaie de les anticiper du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours évident vu la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue. Là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été produites, documentées sur l'IA générative au service / au détriment de l'apprentissage. De plus en plus, on commence à se diriger vers l'IA agentique, qui amène évidemment son lot de problèmes et d'opportunités. Quels sont, selon vous, les 2, 3 grands défis auxquels on va devoir répondre avec des actions concrètes, avec des garde-fous, avec voilà, comment en fait les structures, justement les institutions vont être vont devoir s'impliquer dans ces réflexions-là pour faire en sorte qu'on ne vienne pas augmenter des inégalités déjà criantes, qu'on ne vienne pas rajouter une injonction supplémentaire. Comment vous voyez les choses? Alors, c'est là aussi, hein, c'est un sujet, chaud dans l'éducation, hein, parce que la Mm. question de l'IA en éducation, elle devient un peu centrale, hein, soyons clairs. Le conseil scientifique a fait une conférence internationale, en mars dernier, dont le sujet était, IA et éducation. Parce que sur le terrain, même si des enseignants et enseignantes ne l'utilisent pas, alors il faut qu'on se mette d'accord, je vais dire IA, j'entends là pour l'instant, IA générative type les LLM, hein, donc les Mm. ChatGPT et cousins. Donc ces outils qui vont générer du texte, quand on fait des prompts. Ça qui est massivement utilisé aujourd'hui par des apprenants et apprenantes. Donc, même si en tant qu'enseignant ou enseignante, on n'est pas familier ou familière avec ces outils-là sur le terrain, en face de nous, on a, des élèves qui utilisent, massivement ces outils. Alors bien, pas bien, ça c'est une vraie question et c'est un enjeu, et tu l'as signalé. Moi je trouve que il y a un vrai enjeu, d'équité, hein. C'est-à-dire que c'est des outils, c'est des outils. Donc, ça peut être, au détriment des apprentissages quand c'est des outils qui sont mal utilisés. Et on commence à avoir des données, hein, qui montrent que, Mm. utiliser un LLM, sans précaution, en mode, «Explique-moi, ma leçon comme si j'avais 5 ans», ce genre d'usage, bah, on voit que ça a plutôt tendance à dégrader les apprentissages, là où, utiliser de manière, efficace, avec des bonnes stratégies avant, pendant, après, demande-moi ce que je sais déjà, vérifie que j'ai les prérequis, ne me donne jamais la solution, mais donne-moi des indices. Quand on a terminé, vérifie que j'ai compris. Donc tout un ensemble d'éléments dans l'utilisation qui, lorsqu'on le fait correctement, conduit plutôt à, des apprentissages au moins aussi efficaces qu'avec des enseignants et enseignantes humaines. Donc, c'est un vrai enjeu. On peut pas dire: «Bah, en fait, ça m'intéresse pas, c'est une mode, ça va passer». Enfin, non, il y a un enjeu parce qu'en face de nous, on a des élèves qui les utilisent. Donc il y a aussi des enjeux dans qu'est-ce qu'on demande à faire comme travail à la maison, sachant que maintenant il y a des IA génératives, qui font plein de choses. Donc ça vient nous questionner, nous percuter à la fois sur comment est-ce qu'on l'utilise, comment les élèves l'utilisent,
quelles tâches scolaires on donne en termes d'apprentissage à la maison, sachant que ces outils existent. Je veux dire, en 2023, on pouvait se poser comme question, par exemple: «Ah OK, ils ont triché avec l'IA». Aujourd'hui, c'est plus une question de 2026. Ah, bien 2026, sûr. on peut pas se poser ces questions-là. La question, c'est qu'est-ce que je donne comme travail à faire à la maison, sachant Sachant. qu'il y a des IA génératives à dispo? C'est comme ça qu'on doit penser maintenant, mais ça nous oblige, encore une fois, à enseignants, enseignantes, à nous déplacer très vite, en termes de posture, aussi en termes de formation. Et là, on revient sur le terrain de la formation parce que c'était valable aussi, ce qu'on a dit pour les Sciences Po, c'est valable pour l'IA. C'est-à-dire comme on est une maison énorme, hein, l'éducation nationale, c'est 800 000 enseignants et enseignantes, c'est énorme. Comment on forme une telle masse de personnes en temps limité? Dans beaucoup d'académies, l'IA est devenue un sujet central dans la formation. Donc il y a énormément de ressources humaines qui sont déployées sur le terrain pour former sur ces questions. Il y a beaucoup de demandes parce que, évidemment, ça il y a un investissement pour comprendre ce que sont ces technologies, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Et là, on parle que des IA génératives. Tu Mmh évoquais les IA agentives, il y a aussi les IA adaptatives et ça va être mh. aussi une avancée majeure dans l'éducation, hein. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, les IA adaptatives, ce sont pas des IA génératives de texte comme ChatGPT, ce sont des IA qui vont adapter, les tâches, scolaires et l'apprentissage en fonction des modèles, qu'elles vont construire des apprenants et des apprenantes. Donc elles vont récolter des données, les enregistrer, les traiter, construire un modèle de l'apprenant ou de l'apprenante qui inclut ce qu'il ou elle sait faire, quel est son niveau actuel, quels sont ses prérequis, et lui proposer des tâches à son niveau, avec des feedbacks adaptés et guidés sur ça. Après, il y a aussi tous les agents qui peuvent entrer en accompagnement avec les élèves. Donc ça ouvre aussi des perspectives extrêmement puissante pour l'éducation, à condition que ce soit bien fait, bien accompagné, voilà. Mais donc c'est un vrai sujet, et passionnant qui traverse toute l'éducation en même temps parce que ça soulève énormément de questions. Il y a aussi des questions évidemment, des questions qu'on entend autour de l'usage éthique, juridique, Mmh. d'esprit critique, des biais dans les données, donc il y a plein de questions écologiques, enfin il y a énormément de questions derrière tout ça, hein, c'est évident. Mais on peut pas laisser passer ça quand on enseigne aujourd'hui. On peut pas le mettre de côté. On doit rentrer dans la vague. Mmh. C'est pas simple. C'est pas simple, faut du temps, faut se former, mais on peut pas laisser passer la vague. C'est pas possible en fait. Ouais. Pour enfin, à mon sens, hein, en tout cas. Non, je pense que tu as raison, surtout vu l'accélération que ça prend. Là où ça pouvait être, des électrons libres, il y a 3 4 ans, qui, commençaient à s'en emparer, en tout cas à essayer d'explorer les potentialités et justement voir les limites. Là, comme tu le dis, en fait, la vague, on est obligé de la prendre, parce que, bah, je suppose qu'en tout cas, les programmes aussi au regard de cet outil vont être réimaginés. En tout cas, je vois pas comment on peut ne Ouais, pas ça c'est une déconstruire le question. château existant, en Ouais, fait. mais ça, alors la question des programmes, c'est encore une autre question. C'est Ouais, pas que pédagogique un programme, c'est un peu bien sûr. politique aussi, hein. Il y a Ouais, plein de c'est questions ça. autour de ça, hein. Donc là, c'est difficile de là, je trouve que la prospective en ce moment, c'est compliqué, hein. Et toi, Chris, quel est ton point de vue là-dessus, justement, sur les défis auxquels, on va devoir répondre, dans cette nouvelle ère du numérique éducatif? Bah, je dirais qu'il y a toujours la problématique du temps et pour moi, les majeurs problèmes qu'on a dans l'éducation avec l'IA, c'est parce que ça va très, très vite et qu'on n'a pas eu le temps de nous former, de prendre conscience de en tout cas, on découvre tous les travers et les impacts, hein, que ça peut avoir sur l'érosion cognitive, l'effet boomerang de l'IA, les risques d'anthropomorphisme et cetera et c'est comme si on nous avait donné une clé, d'une voiture de sport sans nous avoir appris à conduire. Donc forcément, il y a plein de sorties de route et pour moi, là, il faut le temps justement de nous approprier l'outil, d'où l'enjeu, vraiment de la formation, assez rapide, hein, des enseignants, des formateurs, parce que les apprenants, comme on l'a dit, les élèves l'utilisent déjà, pour, apprendre et de telle ou de bonne ou de mauvaise façon. Et donc là, il y a cet enjeu de la formation. Forcément, pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Frédéric, l'évaluation, il faut la réinventer et ça repose la question, bah, qu'est-ce que je veux transmettre? Quelles connaissances ou quelles compétences, je souhaite développer chez mes apprenants et à l'ère de l'IA et finalement, comment ensuite évaluer ces nouvelles choses. Et donc forcément, là, ça chamboule un peu tout ça, avec la question, souvent j'ai tendance à dire que le processus est plus important que le résultat. Mmh. C'est-à-dire que bah, dans l'apprentissage, le résultat, on peut se téléporter directement au résultat avec l'IA, hein. C'est comme si on fait une randonnée, je peux me téléporter directement à À la ma fin. destination.
Mais souvent, l'intérêt, c'est le cheminement, c'est les efforts. Et pour apprendre, voilà, il faut justement ce processus. Et donc, c'est se poser la question, voilà, est-ce que j'ai besoin est-ce que je privilégie en tant qu'apprenant, en tant qu'enseignant, le processus ou plutôt le résultat? Et si je priorise le processus, est-ce que l'IA quand même peut m'aider dans le cheminement? Et là, on va travailler des IA réflexives, des IA qui vont poser des questions plutôt que donner des réponses, les IA adaptatives, etc. Et donc là, on va avoir des IA qui vont être utiles pour l'apprentissage. Donc ça repose tout ça, forcément l'esprit critique, hein, ça c'est un poncif, mais effectivement à l'ère de l'IA, développer chez tous les apprenants le discernement du vrai et du faux, ça devient encore quelque chose d'encore plus important. Les enjeux forcément qu'on porte sur la EdTech de souveraineté des données, de construire une IA auquel on peut avoir confiance en termes de résolution des billets et puis surtout de protection des données personnelles. Et puis je pense que l'IA pour le coup sur les sciences cognitives, ça peut être vraiment très utile pour outiller l'enseignant par rapport à justement la construction de ces séquences pédagogiques qui intégreraient justement les sciences cognitives. On a pu découvrir lors du projet Psychonum le jeu Ancrage qui justement permet en tant qu'enseignant de bâtir sa séquence pédagogique en choisissant les bonnes méthodes d'apprentissage, en respectant justement les principes des sciences cognitives. Bah là, l'IA, elle peut nous accompagner aussi pour directement nous donner les bonnes pratiques et adapter nos contenus dans la philosophie, en tout cas dans le respect des sciences cognitives. Et donc ça peut être un super atout, justement, parce que ça peut être long et ça peut être compliqué si je débute, mais là, d'utiliser l'IA dans cette optique-là, ça peut être en tout cas une piste que je trouve intéressante à explorer. Ouais, elle est assez peu mise en valeur d'ailleurs, je te rejoins complètement et ça reboucle avec ce qu'on s'est dit juste avant, hein, peut-être pour résoudre entre guillemets cette problématique de temps, trouver un outil qui va être un véritable outil entre guillemets peut-être vérification ou matière à venir intégrer des pratiques issues des sciences cognitives et justement par rapport à tout ce que vous avez dit les sciences cognitives, quel rôle elles peuvent jouer, autrement dit, en quoi elles peuvent nous guider sur des usages pertinents de l'IA, que ce soit pour le formateur dans la construction de ses pratiques ou en tout cas la transformation de ses pratiques ou comme tu viens de le dire, la construction de ses contenus, mais aussi pour l'apprenant. Est-ce que les sciences cognitives, elles vont peut-être, ouais, je sais pas, donner un petit peu entre guillemets, le cadre opérant pour l'utilisation de l'IA? Alors moi, ça me paraît même fondamental, c'est-à-dire que si on aborde l'IA avec une approche un peu techniciste, ça va rendre compliqué les choses parce que la technique, elle bouge énormément et très très vite. Elle est très difficile à suivre et sur le terrain, dans l'enseignement et la formation, c'est impossible de suivre les évolutions technologiques. En revanche, utiliser des outils mis à disposition en se basant sur les apports de la recherche en sciences cognitives, ça oui, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel LLM, vous lui demandez de vous produire un exercice pour vérifier la compréhension d'un concept. Si c'est ça votre prompt, ça va être très mauvais. Mmh. Maintenant, si votre prompt c'est: «OK, j'ai un concept avec 2 propriétés intrinsèques fondamentales. Le voici. Peux-tu me générer 4 résumés du concept, 2 qui ont les propriétés, 2 qui les ont pas?» Et après à vos élèves, vous donnez les 4 et vous dites: «Allez, lesquels sont corrects, par exemple, par rapport, à ce qu'on a étudié, quel, résumé présente les propriétés de notre concept?» Bah, ça, c'est hyper intéressant et la l'IA, elle peut vous en générer 20, 30. Alors, il faut les relire, les retravailler, bien sûr, mais en 3 secondes, ça vous génère, 15 jours d'exercice de compréhension. Mmh. Mais on voit bien que là, la demande au LLM, c'est pas: «Fais-moi un exercice de compréhension», c'est déjà moi, en tant qu'enseignant ou enseignante, je suis experte de l'apprentissage, je sais ce qu'il faut demander parce que je suis formé à ça. On parlait Mmh. du projet Psychonum tout à l'heure. Je trouve que les lettres du nom du projet, elles parlent bien. Psychonum, donc c'est psycho d'abord, Sciences Co Mmh. et numérique, parce que le numérique et l'IA, c'est au service des stratégies efficaces. Il me semble qu'on ne peut pas faire de la technique pour de la technique. Ça doit être nourri
des Mm. stratégies efficaces et pour ça, il faut les connaître. Donc on en revient à la formation des enseignants et des enseignantes Oui, c'est aux ça. Sciences Tout Co. est lié. Ensuite, eh Mm. bien oui, d'abord aux Sciences Co, ensuite à des outils d'IA pour d'abord comprendre effectivement comment ça fonctionne. Mais après, on peut ne pas suivre les grandes avancées technologiques. Vous prenez un LLM, à peu près n'importe lequel, avec un bon prompt, si vous savez ce que vous voulez, vous aurez déjà des résultats intéressants. Alors après, bien Mm. sûr, il y a des modèles plus puissants, il y a évidemment, mais si les modèles évoluent, vous pouvez quand même malgré tout, vous, avoir des résultats pertinents parce que vous savez quoi demander. Autrement dit, qu'est-ce que je mets dans le cœur de la matrice pour qu'elle mène vraiment au résultat escompté? Donc, ne pas avoir ces connaissances et ces réflexes dont tu parlais tout à l'heure, Chris, en fait, c'est déjà limiter l'impact et aller vers des mésusages. Ouais. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter là-dessus, Chris. Ouais, peut-être sur le pilier sur les feedbacks, je trouve Mm. que là, l'IA peut permettre justement si le prof paramètre un agent avec des instructions et qui nourrit avec ses cours, etc., et le met à disposition là, de ses élèves, on peut avoir une sorte de mentor personnalisé qui va pouvoir donner du feedback spécifique pour chaque apprenant. Et ça, je dirais que c'était pas possible humainement parce que quand on a des classes de 30-40 élèves, c'est compliqué de passer du temps avec chacun. Là, l'IA peut justement, en tout cas le prof peut orchestrer des IA spécialisées et faciliter cette mise en place de feedback interactif que Mm. permet les chatbots conversationnels et que les élèves ont l'habitude aussi d'utiliser. Ouais. Et donc là, je trouve que ça ouvre des possibilités de pouvoir faire en tout cas multiplier ce type de feedback personnalisé que la technologie la permet de faire et que l'IA permet encore plus de le faire finement, quoi. Toi, tu as déjà essayé? Alors je l'ai fait, en tout cas en tant qu'enseignant, effectivement, je paramètre un bot que je mets à disposition des élèves. Mhm. Après, ils peuvent le questionner justement pour préparer leur examen ou répondre à des questions qui pourraient se poser. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas encore forcément intégré comme un réflexe de dire, voilà, sur telle séquence, vous avez le bot et donc vous pouvez le questionner sur tel et tel sujet. Je pense que ça demande une animation Ouais. particulière pour que vraiment les élèves se l'approprient et l'utilisent plutôt qu'une autre IA généraliste, etc. Mhm. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Et toi, Frédéric, tu as un exemple d'usage que toi-même tu as testé et que tu as trouvé particulièrement intéressant à partager ou que tu es en train d'explorer? Celui que j'ai donné juste avant, par exemple, sur la génération d'exercices pour vérifier la compréhension, je trouve que ça commence à faire des choses intéressantes et du coup, ça permet de dupliquer. Je trouve que c'est aussi des outils qui vont éviter, je trouve, la page blanche et le temps passé à produire. Parce que souvent, on arriverait au même résultat en tant qu'être humain, mais en plusieurs soirées, un dimanche complet, enfin, avec une temporalité qui est pas du tout la même. Alors, il y a une étude de l'EEF qui est sortie il y a pas très longtemps où ils ont montré que l'amélioration enfin, l'utilisation pardon, d'IA générative réduisait le temps de préparation de cours de 30% à peu près. Donc, il y a un vrai intérêt, c'est gagner du temps. C'est gagner du temps et c'est aussi s'aider soi-même. Par exemple, on peut aussi générer je sais pas, des grilles, d'auto-évaluation pour une activité. On peut le faire tout seul, toute seule, on n'a pas besoin d'une IA pour le faire. Enfin, elle nous le génère en 2 secondes une fois qu'on a donné l'exercice. Alors, à retoucher, ça va un peu plus vite qu'à créer Mm. ex nihilo, hein, donc De zéro, ouais. on a moins d'excuses de se dire: «Bah, j'ai pas eu le temps de faire des grilles Mm, mm. d'auto-évaluation». Aujourd'hui, on les génère, très vite, donc c'est des outils. Encore une fois, ça reste des outils. Il s'agit pas de dire: Mhm. «Donne-moi une grille et je l'applique en l'état», parce que c'est jamais exactement ce qu'on a, fait, dit, enseigné. Mais on part pas de zéro, on a une Ouais. base, ça nous permet et encore une fois, qu'est-ce qu'on demande? C'est toujours pareil. Donne-moi une grille et c'est moins efficace que: «Je veux une grille avec 4 niveaux, j'ai travaillé ça, ça, ça», voilà. Plus Ouais. on sait ce qu'on veut, plus on a une bonne idée de ce qu'il faut faire en termes de gestes professionnels, donner des feedbacks, comment on s'y prend et plus ça va être intéressant. Oui, c'est là où l'expertise pédagogique, elle est Ah beh, essentielle et on en revient à, voilà, si en plus de ça, elle est nourrie par les piliers. Moi, je pense que passer par de l'exploration et s'autoriser à tester des choses, c'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qu'on a envie de continuer de faire seul, parce qu'en fait, on le faisait bien jusqu'à présent et voilà. Et là où on se rend compte que ça peut être un véritable catalyseur de choses qu'on avait du mal à mettre en place. Donc, ça nécessite de bien se connaître aussi quand même, l'air de rien, dans ses propres pratiques et dans ce qui nous manque, quoi. Donc ça demande un peu de prendre du recul.
Peut-être une dernière question qui est là, hyper ouverte pour le coup, sur tout ce qu'on a pu se dire, et merci beaucoup pour ces partages, c'était hyper riche et vraiment complémentaire. Des recommandations, bonnes pratiques, conseils que vous avez tendance à partager dans vos interventions, hein, et que vous aimeriez là aujourd'hui partager avec les auditeurs, les auditrices, pour se lancer dans des projets d'amélioration des pratiques d'apprentissage ou autres. Comme je disais, commencer petit, mais commencer vraiment. C'est vraiment d'expérimenter, de tester, hein. C'est un peu la philosophie maker, mais c'est voilà Ouais. comment je fais les choses et puis je me pose pas trop de questions. Voilà, je fonce même si je vais me tromper. C'est justement c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comment j'applique les sciences cognitives moi-même dans dans mon processus d'apprentissage des Mm. sciences cognitives, que je trouve ça aussi pertinent. Après, effectivement, comme disait Frédéric, penser usage pédagogique avant innovation technologique. Donc ça, effectivement, de poser le sens et la pédagogie avant l'outil. Ne pas être seul, mais justement créer des collectifs, rejoindre des collectifs et puis échanger. Et puis souvent, là, sur les questions d'IA, nous, ce qu'on recommande, hein, c'est de poser une charte assez Mm. simple, mais d'usage co-construite avec les équipes, ce qui permet aussi de poser un cadre de sécurité par rapport aussi à tous les risques que peut avoir l'IA, et donc de pouvoir aussi collectivement s'approprier l'outil et fixer des règles d'usage. Après, je peux que vous recommander d'aller voir le projet Syconum, hein, et il y a beaucoup de contenu aussi à disposition. Il y a une exposition, il y a un jeu, il y a Et le ce guide que vous avez podcast, créé le aussi. petit guide pratique de Oui. l'IA éducative en Hauts-de-France Mm. aussi, qui est un bon outil de Mm. vulgarisation avec pareil, des bonnes pratiques dans l'IA, dans l'éducation. Donc voilà, c'est vraiment, il y a plein de contenus disponibles. Il n'y a plus qu'à voilà, prendre un peu de temps pour les découvrir et puis se lancer surtout. Ouais. Oui, oui, en tout cas, c'est sûr que la documentation, elle est présente. Il faut pouvoir tomber dessus et effectivement ne pas hésiter à retourner peut-être sur le site du CESEN. Et puis vous aussi sur le site EdTech de France, vous avez documenté pas mal de choses. Évidemment, sur le site de la FSC, ne pas hésiter à adhérer parce que là aussi, on a une quantité de ressources et aussi des interlocuteurs à qui poser des questions. Donc peut-être en commençant petit, en identifiant aussi les ressources sur lesquelles on va initier des choses. Frédéric, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager comme conseil aussi? Moi, je dirais effectivement, peut-être la première chose, c'est d'arriver à identifier des ressources relativement fiables, voire très fiables, parce que on l'a évoqué en tout début, hein, il y a encore beaucoup de neuromythes qui circulent, donc c'est des croyances sur les apprentissages dont on sait aujourd'hui que c'est plutôt des croyances fausses qui ne conduisent pas à un meilleur apprentissage. Il y a une sorte de neurobuzz aussi qui fait que voilà, beaucoup de choses se développent et parfois pas forcément qualitatives. Donc j'ai envie de dire, premièrement, et on a cité là évidemment quelques acteurs qu'on peut suivre parce qu'on sait que c'est rigoureux. Il y a le Conseil scientifique de l'éducation nationale, il y a l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives, il y a la Fondation La main à la pâte. Il y a un certain nombre comme ça de structures rigoureuses parce que souvent il y a des chercheurs et des chercheuses derrière, donc il y a ce travail-là qui est fait. Il y a des chercheurs et chercheuses qui ont une activité de vulgarisation. Je pense à Franck Ramu avec son blog. Je pense à Steve Masson avec sa chaîne YouTube. Voilà, c'est des personnes qui diffusent avec une rigueur un certain nombre d'éléments. Et parce que quand on n'y connaît rien, c'est difficile. Qui je suis, qu'est-ce que je regarde, c'est pas simple du tout. Donc, je dirais une première chose peut-être, c'est quand même essayer de s'accrocher un peu à des comptes, des personnes, des institutions qui sont fiables. Ensuite, deuxième chose, je devrais vraiment insister dessus, c'est rester bienveillant envers soi-même. Je crois que c'est important parce qu'on attend beaucoup de nous en tant qu'enseignant, enseignante. Donc, changer nos pratiques, c'est du temps. Des fois, on va arriver avec la meilleure volonté du monde. On se dit: «Aujourd'hui, je fais ça». Puis on sort la journée le soir, on a fait: «Eh mince, je l'ai pas fait». Et c'est pas un problème. Voilà, ça va prendre du temps. Changer nos pratiques, c'est pas évident. Donc, se questionner, c'est oui. Ça évidemment. Réfléchir sur ses pratiques, c'est oui. Mais se juger, c'est non. Et se Voilà, mettre la pression inutilement. Ouais. exactement.
Bien sûr que tout le monde va attendre qu'on change. Nous les Mmh. premiers et les Mmh premières, on mh. a envie de changer, mais ça va prendre du temps parce que c'est comme ça, on va pas changer toute notre pratique du jour au lendemain. Moi, entre le premier geste que j'ai mis en place dans ma classe et là où je suis arrivé, évidemment au bout de plusieurs années, il y a un fossé monstrueux, mais je j'ai pas commencé en mettant en place plein de choses. J'ai commencé en me disant: «Tiens, je vais tester un premier truc pour aider mes élèves à mieux consolider» et puis après j'ai rajouté, rajouté, rajouté. Mais d'abord, voilà, donc voilà, je voudrais juste redire Mmh. ça aux personnes qui écoutent, hein, on Mmh. reste doux avec soi-même, hein, et doux et douce parce que franchement, le métier reste pas simple. Rentrer dans le métier, c'est pas simple non plus. C'est pas un métier qui est dans la société française, faut dire ce qui est, hein, hyper considéré donc voilà, on fait ça, on y passe beaucoup de temps et d'énergie alors, on change, oui, petit, oui, mais avec douceur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'apprentissage et pratique éclairée. Ce podcast fait partie des actions de sensibilisation portées par Cogix dans le cadre du projet Siconum, soutenu par l'État, dans le programme France 2030 opéré par la Caisse des dépôts. Le projet Siconum, qui réunit 17 partenaires, dont l'agence Cogix, vise à intégrer les apports des sciences cognitives dans l'éducation numérique afin d'améliorer les méthodes d'enseignement et les outils d'apprentissage. Cogix est une agence de conseil et de formation qui mobilise les sciences cognitives pour adapter le travail au fonctionnement humain. Elle accompagne les organisations en s'appuyant sur la compréhension des mécanismes cognitifs et sociaux pour améliorer la qualité de vie au travail. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour découvrir les prochains épisodes.